et bienvenue sur l'émission Vivre ou Subir. Aujourd'hui, exceptionnellement, c'est la dernière émission de la série de 12 et je suis accompagné de Paul Pironnet. Bonjour Paul, comment vas-tu? Bonsoir Alexandre, écoute, toujours très bien porté par nos émissions, toujours. Et puis, c'est la dernière, hein, donc Ouais. il fait tout comme on dit, mais c'est peut-être le début d'autre chose, on verra. En tout cas, moi j'ai beaucoup passé, beaucoup eu de plaisir, en tout cas, à partager ce qui me passionne, ce qui me porte et qui, je l'espère, je crois qu'on a eu pas mal de retours, donc on sait Oui. que beaucoup de gens en ont profité, mais voilà, c'est un grand bonheur pour moi de partager tout ça avec toi. Eh ben, écoute, merci beaucoup. La réciproque est complètement vraie. Un grand plaisir. Ça fait 12 émissions. Enfin, en tout cas, ça va faire 12 émissions et ça a été des bons moments de rire et plein de choses qui ont été intéressantes à apprendre. Et ça correspondait uniquement à la base, hein. Oui, alors c'est ce qu'on a vu ensemble, là, et on va en faire le tour, puisque c'est l'objet de cette dernière émission, de revenir sur tous les points clés, et puis d'expliquer un petit peu, au-delà de cette base, parce que là, en fait, j'ai fait souvent l'analogie avec le permis de conduire. On a une vingtaine d'heures de formation qui font 3 jours. On passe le permis de conduire, et là, je vous ai donné en points clés les éléments les plus importants de ces 3 jours, que nous, on a géré en fait en 12 fois 30 minutes, hein, Ouais, donc c'est 6 heures. assez, même si parfois on a un petit peu dépassé le temps. Oh, c'est rien. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a une suite, hein, et je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir expliquer dans quoi ça s'emboîte. Hein. Une fois que vous avez appris à conduire, après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut apprendre à aller gérer un véhicule sur terrain glissant, sur de la neige, sur de la terre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut approfondir ces outils pour justement apprendre, et je vous l'expliquerai plus tout à l'heure, à piloter sa vie dans des terrains un peu plus glissants. On peut même, on le verra en niveau 3, travailler sur le pilote, comprendre qui il est, d'où il vient, où est-ce qu'il va et pourquoi il en est là où il en est aujourd'hui et comment on peut renforcer encore cette identité. Et puis après, on a un quatrième niveau, ça c'est pour les gens qui sont plus avancés. Après le praticien, puisque j'avais parlé du base, du technicien, puis du praticien, ensuite un maître praticien qui fait 3 semaines. Mais là, on est plus sur un développement je veux dire, psycho-spirituel, en fait, avec d'autres techniques qui sont assez intéressantes. Mais bon, ça sera pour ceux qui sont intéressés à aller plus loin. Hmm. Paul, on va attaquer donc l'émission. La semaine dernière, on avait vu Rêve et Vision, mais là, en fait, tu vas nous parler de l'ensemble. On va refaire un tour et puis on va arriver Voilà. sur le système de valeurs. Donc effectivement, on a fini au centre, hein, on va reprendre la base de notre triangle. Donc la dernière fois, on a fini avec le centre, mais on avait aussi commencé avec le centre au départ, en expliquant simplement que au centre, eh bien, on y met notre importance, c'est-à-dire au fond, à la fois mes besoins, mes attentes, mes envies, mes désirs, et qui peuvent être manifestés soit par des réactions émotionnelles de manque, ce que nous on appelle des alertes rouges, c'est-à-dire la peur, la colère, la tristesse, le rejet, enfin le dégoût, parfois, et toutes les possibilités de réactions émotionnelles qui découlent de ça, qui sont très importantes, hein. Évidemment, toutes les émotions sont vraiment très importantes, il faut les valoriser. Le problème, c'est que parfois, elles entraînent des comportements qui vont nous tirer vers le bas au lieu de nous faire grandir, hein, ce qu'on a vu. Et puis au contraire, quand on est vers le haut, c'est-à-dire qu'on est en train de satisfaire des choses importantes, eh bien, c'est qu'on est porté, c'est-à-dire que notre système nerveux est en train de nous dire, tu vois, ce que tu es en train de vivre là, c'est nourrissant. Et donc, du coup, il y a une stimulation qui va nous entraîner dans des comportements de croissance, de développement, de prise de responsabilité et bien sûr de sens. Et c'est ça qui va nous élever en fait vers le haut. Voilà. Donc, du coup, ça a été un peu l'objet de la dernière émission qu'on a faite sur le sujet, pour ensuite aller faire émerger, en fait, en quelque sorte, ces valeurs, c'est important. Alors, tout est construit autour de ça, mais si on reprend les choses depuis le départ, on va voir qu'on a une vision du monde au centre. Et on a parlé de PNL, programmation neurolinguistique. On a vu que cette PNL, en fait, se définissait par l'analyse et l'observation, au fond, des processus qui nous permettent de réussir dans la vie. On va y trouver tout un ensemble d'outils d'apprentissage pour intégrer des choses, des nouveaux apprentissages en fait, qui vont nous permettre de faire grandir. Et puis on a vu aussi que tout était basé sur la mise en relation avec soi-même et avec son environnement, puisque on voit qu'à travers la qualité de notre relation avec nous-mêmes ou de la relation qu'on a avec l'environnement, eh bien qu'on va le plus évoluer. Tous ces outils reposent sur 4 éléments qu'on a vu la première fois, qui sont la notion d'apprentissage et d'évolution permanente. On avait parlé des phases d'apprentissage. Ces petits escaliers, on est d'abord Petit escalier. inconsciemment incompétent, puis on devient consciemment incompétent, on découvre qu'on peut apprendre des choses, on devient consciemment compétent parce qu'on est en train d'intégrer des processus, et puis à force de les refaire, on va devenir inconsciemment compétent, et puis après on peut même développer une capacité de métacompétence, c'est-à-dire d'analyse de ce qui fonctionne et ce qu'on peut améliorer en permanence. Cette qualité d'évolution, elle repose sur notre interaction au monde. On est soit sur des phénomènes de fuite ou d'attaque, soit on est en train d'intégrer la différence pour grandir avec.
On a vu que ces attitudes relationnelles découlent beaucoup de nos ressentis, de nos émotions, de nos fichiers émotionnels. Soit on est en berne, c'est-à-dire qu'on n'est pas bien intérieurement et du coup on aura tendance à développer naturellement des comportements qui nous desservent. Soit au contraire, on est porté par des choses et on va développer une intelligence émotionnelle qui entraînera une intelligence comportementale et donc relationnelle. Et puis ces états internes, ils sont conditionnés par nos perceptions, nos visions des choses, nos visions du monde, c'est-à-dire nos cartes. Et on a vu que nos cartes, c'est la représentation qu'on a des choses, c'est l'évaluation qu'on fait des choses, sachant que cette évaluation, elle est composée bien sûr de ce sur quoi je pose le regard, ici et maintenant, mais que cette analyse de cette situation est en grande partie liée aussi à toutes mes références. Quand j'évalue par exemple la qualité d'un restaurant ou d'une personne ou d'une situation, je l'évalue en fonction bien sûr de mes références. Et que mes références sont en arrière-plan, elles ne sont pas forcément conscientes. Et c'est pour ça qu'à fois, je vais faire parfois des évaluations positives qui vont m'aider à grandir et parfois des évaluations qui vont plutôt me faire chuter, croire que je ne peux pas réussir, par exemple, ou quoi que ce soit. Donc on voit à quel point la vision du monde conditionne nos sentiments, nos comportements et nos comportements, notre interaction avec le monde dans cette capacité à grandir, à tirer profit ou non des situations. Voilà. Donc ça, c'est les grands fondamentaux, on l'avait vu, de la PNL. Ensuite, on découvre qu'on peut être acteur. Être acteur, et c'est le tour de ce que nous avons fait ensemble, c'est d'abord prendre conscience qu'on existe au milieu, qu'on a un environnement qui exerce bien sûr une pression. Sur nous, on aura toujours des contraintes, quelle que soit l'évolution qu'on va avoir. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est ça l'évolution, c'est d'évoluer dans le facteur de transformation, c'est-à-dire notre relation au monde. En fait, qu'est-ce qu'on fait des situations qui nous arrivent? Et là, on va voir qu'on a 5 leviers en fait qu'on a vus ensemble. Le premier, c'est la conscience de notre important. Soit je perds cet important et je me mets dans des états internes négatifs, soit je reconnecte à cet important, mes valeurs. Et puis une fois que j'ai mes aspirations un peu plus au clair, on va voir comment je vais les vivre. Donc on va utiliser les objectifs pour intégrer en quelque sorte, pour incarner en quelque sorte ces aspirations en résultats. On a vu que par exemple, si j'aspirais à mieux communiquer, eh bien le fait de visualiser une situation concrète, un contexte dans le temps et dans l'espace. Donc j'identifie par exemple demain matin avec mes enfants, je me vois en dissocié de l'extérieur, fonctionnant meilleur de moi-même. Et puis, fort de ça, je vais aller chercher les valeurs qui sont nourries là derrière, c'est ce qu'on avait vu ensemble. Et puis, les valeurs qui me nourrissent moi, mais aussi ce à quoi je réponds à l'égard de l'environnement qui est concerné. Du coup, je peux identifier les attitudes, les comportements spécifiques. On va aller en chercher 3 qui font que je suis excellent là-dedans. Donc, c'est vraiment une mise en conscience des éléments qui font l'excellence de mon attitude à ce moment-là. Et puis enfin, je vais fermer les yeux et vivre complètement l'expérience à un niveau, j'allais dire, physique, énergétique, émotionnel, mental, pour que mon corps intègre, en fait, emmagasine, cette conscience du résultat auquel j'aspire. Et on avait vu ensemble comment renforcer ça intérieurement. Donc on voit comment, du coup, grâce à notre cerveau droit, on va pouvoir construire l'avenir auquel on aspire, que ce soit au niveau, par exemple, je sais pas moi, si je veux plus de confiance dans une situation donnée, si je veux avoir de meilleures relations, enfin bref, quel que soit le contexte. Donc on a parlé des objectifs. On a vu ensuite que ces objectifs, pour donner de la puissance à notre mental, se construisaient sur des éléments extrêmement spécifiques. On a vu que, par exemple, un objectif, il fallait qu'il soit précis, c'est-à-dire défini de manière positive, d'ailleurs. Ça veut dire que, par exemple, si je dis à une personne, tiens, c'est le fait d'être focus sur des résultats et pas sur des manques. Par exemple, c'est plus efficace de dire à une personne, tiens, j'apprécie quand tu es à l'heure, plutôt que j'en ai marre que tu sois toujours en retard. Quand je dis à un enfant, tiens, tu sais, c'est chouette quand tu ranges tes jouets ici, plutôt que arrête de laisser traîner tes jouets. Ou quand ce bol sur la table, arrête de le laisser traîner, tu le mets plutôt dans la machine à laver la vaisselle, tu vois, c'est beaucoup plus sympa. Et donc, on s'aperçoit qu'on a une communication qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus efficace, parce qu'elle est orientée solution. Donc, nos objectifs, c'est la même chose. Le fait d'être focalisé sur ce qu'on cherche, c'est évidemment beaucoup plus efficace que ça. On a vu que ces objectifs aussi, dans cette précision, ils doivent être contextualisés. C'est-à-dire, c'est très important de voir le contexte dans le temps, à quel moment, et dans l'espace, à quel endroit. Et puis enfin, on a vu que c'était très important, bien sûr, qu'il soit écologique. Écologique, ça veut dire qu'il prenne en compte l'environnement, qu'il prenne en compte à la fois l'environnement dans l'espace, c'est bon pour moi et pour les autres, c'est bon aussi pour moi à moyen terme et à long terme, et notamment dans le changement de comportement, ça satisfait, ça prend en compte en fait, on a vu ensemble, je ne vais pas revenir trop là-dessus, mais ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. Troisième point important, c'est le fait que je sois auteur de ces objectifs, c'est-à-dire que j'en ai la responsabilité. En d'autres termes, qu'il soit réalisable, c'est-à-dire qu'on va valoriser le petit pas par rapport au grand pas. Et puis enfin, qu'il soit observable, c'est-à-dire qu'on peut voir de l'extérieur et voir de l'intérieur, associé, dissocié, sur le plan visuel, auditif, kinésিque. C'est ça qui va donner la puissance au mental, c'est l'objet de la deuxième émission. Fort de ces 2 premières émissions, centrées principalement sur notre axe, notre point du haut, la vision, l'objectif, projet, on est descendu dans le deuxième axe, qui sont les états internes. Et là, en termes de rappel, on a d'abord identifié
les éléments qui conditionnent la qualité de notre vie. On a vu que ça commençait par le physique, le bien respirer, le bien boire, le bien manger, le bien dormir, le bien éliminer. On a vu aussi que pour entrer dans les états internes, ce qui est très important, c'est d'abord d'être attentif à l'environnement. C'est-à-dire la prise de conscience que ce que je vis est en grande partie influencé par ce sur quoi je pose les yeux. Si je pose les yeux en permanence sur les problèmes, ben, je n'ai pas la même vie que si je les pose sur les solutions, ou sur ce qui me porte. On a vu aussi que l'attitude physique jouait beaucoup sur nos états internes. C'est le deuxième levier important pour agir. On se souvenait du centimètre, Ouais. qui fait que du coup, je suis dans un état physiologique différent, un état émotionnel différent, et du coup, j'évalue les choses de manière différente. Et puis, les habitudes mentales, ce qu'on appelle les monologues, les dialogues internes. Aussi, bah, si j'ai un vocabulaire qui est plutôt centré sur la difficulté, sur les problèmes, sur les choses comme ça, et bien du coup, bah, ça impacte évidemment sur mes émotions. Le fait d'être orienté sur des solutions dans ma tête, et le fait d'être connecté régulièrement à des choses qui me portent dans l'avenir, c'est une façon de très vite améliorer en fait ces processus de pensée. Donc environnement, comportement et pensée. C'est les trois axes qui vont permettre d'impacter en quelque sorte beaucoup sur mes états internes. Ensuite, on a vu que ces états internes évoluaient. On peut être en haute énergie, en basse énergie, déplaisante ou plaisante, satisfaisante ou non satisfaisante. On a parlé de haute énergie déplaisante avec, par exemple, l'agacement, la colère, la rage, la basse énergie déplaisante avec l'ennui, le regret, la tristesse, la déprime, la basse énergie positive, le calme, la détente, la sérénité, la haute énergie positive, la curiosité, l'enthousiasme, la passion, l'euphorie, etc. Et qu'en fait, on va créer des habitudes à être dans l'un ou dans l'autre de ces domaines. Et même nos cellules vont s'habituer. Si par exemple vous êtes triste, vos cellules vont s'habituer à la tristesse. Et vous êtes dopé, en quelque sorte, à cette tristesse. Si vous êtes toujours en colère, vous allez être dopé à la colère. Si vous êtes toujours calme et détendu, vous allez être dopé à ça. Si vous êtes toujours en haute énergie, vous allez être dopé à ça. Donc c'est intéressant d'avoir une cartographie qui nous permette de naviguer en quelque sorte dans l'ensemble de ces émotions. Et on découvre un spectre émotionnel fabuleux. Et toutes ces émotions ont évidemment leur place. Alors pourquoi ça nous est intéressant? Parce que ces émotions impactent beaucoup sur nos comportements. Et on voit qu'en descend dans des états un peu négatifs de victimisation, le problème, c'est jamais l'émotion, le problème, c'est le comportement que ça entraîne. Les comportements de dévalorisation de soi ou des autres, de culpabilité de soi ou de l'autre, etc. Quand on monte au contraire vers le haut, eh bien, on s'aperçoit qu'on va plutôt avoir tendance à développer des comportements beaucoup plus positifs et constructifs à l'égard de soi-même et à l'égard de l'environnement. Et ces comportements vont entraîner aussi des systèmes de croyances. Et c'est là qu'on avait évolué sur les croyances, en remarquant à quel point nos perceptions entraînent nos sentiments, ces sentiments entraînent des comportements, et ces comportements des résultats. Et tout cet ensemble fait des fichiers. Si par exemple j'ai eu des mauvaises expériences avec les maths, je garde des fichiers émotionnels qui fait que du coup j'ai pas le même rapport avec les maths aujourd'hui, si ça a été difficile dans mon enfance, que si au contraire j'ai été énormément stimulé par ça. Et donc c'est comme ça que ces fichiers vont impacter sur nos systèmes de croyances. On a parlé aussi des marques d'attention, la qualité des échanges. On a vu que ces marques d'attention étaient essentielles. On a besoin comme de boire, de manger, de dormir. Qu'elles touchent le niveau conditionnel, le niveau inconditionnel, ce que je suis. On a vu aussi qu'elles étaient gratuites et inépuisables, que plus on en donne, mieux c'est. Que chacun avait ses petites habitudes, qu'on allait préférer des négatifs que rien du tout, mais qu'il faut 10 fois plus de marques d'attention positives pour grandir. Enfin, plus elles sont données rapidement, mieux c'est, que tout ce qui est de façon valorisé, souligné, finit par se développer. Et puis qu'enfin, c'est la qualité qui compte plus que la quantité. Voilà. Et on a fini, après, on a évolué vers les croyances, mais vraiment la construction des systèmes de croyances, c'est notamment des ancrages. On a vu qu'un ancrage, c'était une association entre un stimuli et une réponse. On a vu comment entrer dans un ancrage, fermer les yeux, retrouver un état interne, un souvenir qui est en lien avec cet état interne, et puis entrer dedans, se dissocier, en sortir, et puis de nouveau entrer dedans en associant un geste. On va faire ça 5, 6, 7, 8 fois pour associer au geste à la montée dans l'expérience. Et on a fini, je crois après, l'émission suivante, c'était sur la préparation mentale. Préparation mentale, tout à fait, oui. Voilà. Où là, on va du coup utiliser les ancrages et la visualisation des objectifs. Donc on va anticiper une situation, se voir réussir au meilleur de nous-mêmes, entrer dedans, la vivre. Une fois qu'on la vit intensément, on va aller chercher un souvenir qui est en lien avec la même intensité émotionnelle. On a vu comment mélanger passé, futur, futur, passé, passé, futur, jusqu'au moment où le cerveau ne fait plus la distinction entre le souvenir de l'expérience géniale qu'il a vécue dans tel contexte et le sentiment qu'il a à l'égard d'une situation future qu'il doit gérer. Voilà, donc ça c'est très intéressant, ça permet évidemment de réorganiser complètement cette association entre pensée et émotion à l'égard des choses. Et puis après, on a évolué vers la communication. On a eu 2 émissions là-dessus. La première, ça a été centré sur l'écoute et la gestion de divergences de points de vue. L'écoute, on a parlé d'écoute active, notamment les 3 grandes formes d'écoute. L'écoute dite silencieuse, montrer à l'autre que je reçois ce qu'il me donne.
le fait de lui poser des questions, d'aller vers plus de précision, et puis enfin, le fait de reprendre avec succès ce qu'il vient de dire, et surtout ressentir. Et on a vu ensuite que dans les rapports un peu compliqués, quand on rentre dans des rapports de type mais si, mais non, le plus urgent, c'est toujours de commencer par reformuler le point de vue de l'autre avant de chercher à faire passer le sien. Ce qui nous a amené à ces postures de divergence de point de vue. Et on a vu qu'en fait, quand deux personnes A et B s'opposent, eh bien, il y a des tendances, des réflexes qu'on a à défendre son point de vue. Et donc, du coup, on aura tendance d'abord à rentrer dans de l'affirmation. Hein, on a vu ça. Cette affirmation, surtout si elle est sous-tendue par de l'expérience émotionnelle, elle va être renforcée par un phénomène de généralisation. On aura tendance à dire, mais si, je te dis que c'est ça, et puis enfin, tout le monde sait ça, ça a toujours été comme ça, mais enfin, pourquoi tu penses ça? Moi, je sais très bien, c'est toujours pareil avec toi. Ouais, là, on voit que le phénomène émotionnel va venir nous entraîner dans cette généralisation. Et puis, bien sûr, le corps va venir en soutien de cette communication, et donc, du coup, va plutôt manifester une attitude de rejet. Et c'est les trois grands pièges de la relation: affirmer, généraliser et montrer une attitude de rejet. Le plus urgent, c'est de transformer ça par donc l'affirmation par de la question. Mais quand tu dis ça, qu'est-ce que tu veux dire? Au lieu d'aller à la génération de préciser, attends, quand tu dis ça, tu veux dire ça, ok, très bien, mais sur quoi précisément tu bases ce point de vue, ce ressenti? Ok, on est vraiment dans de l'écoute, hein, de la reformulation. Et puis enfin, le point le plus important, c'est de manifester une attitude d'ouverture et de considération à l'égard de l'autre au niveau non verbal. Et c'est pour ça qu'on a d'abord passé par les états internes, parce que pour développer une plus grande qualité de relation, vous avez non seulement besoin d'outils, mais vous avez besoin du sous-jacent au comportement, c'est-à-dire une attitude interne, un ressenti, une énergie, un sentiment, un état émotionnel, un état physiologique qui soit favorable à la qualité de la relation. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a parlé de la divergence de point de vue, on est entré dans ce qui va favoriser une relation. Donc on a vu qu'une relation, c'est en trois étapes. D'abord, on capte la personne, c'est la phase d'accueil. Là, on a vu qu'il y avait plein d'informations qui passaient sur le plan conscient, préconscient, inconscient. Ensuite, il y a une phase de mise en phase, c'est-à-dire qu'on va la rejoindre, et là, on va voir qu'il y a 4 éléments clés qui favorisent ce rapport. Et puis après, il y a l'orientation qu'on va donner en fonction du contexte. Si on est parent, si on est professeur, si on est pote, si on est ami, si on est en séance de coaching, enfin bref, en fonction du contexte, on va orienter la relation, c'est-à-dire qu'on va lui donner un cadre et donc une modalité qui est appropriée au contexte en fait, dans lequel nous sommes. Donc phase 1, phase 2, phase 3. Phase 1, l'accueil, phase 2, mise en phase, phase 3, l'accompagnement. Le point clé, c'est évidemment la phase 2, qui est composée de 4 importants qui vont conditionner notamment au niveau émotionnel l'attachement qu'on va avoir, le ressenti physiologique. Le premier, c'est les phénomènes de synchro. Et on a vu que notre système émotionnel adore ce qu'il connaît. Et donc, du coup, quand on est dans l'insécurité, on va être rassuré par des personnes qui nous ressemblent, en fait. Va être un peu inversé quand on est au contraire en grande sécurité, on est plutôt attiré par la différence. Et au niveau physiologique, quand on est en train de créer un nouveau rapport, bah, le fait de se mettre à côté de la personne ou avec un enfant, de se mettre à la hauteur, de faire de la synchronisation à la fois sur le but, bien sûr, montrer qu'on poursuit les mêmes buts, et bien sûr sur l'attitude, posture, ton de voix, ressenti intérieur, le fait d'entrer un peu dans la forme de l'autre, eh bien, nous favorise bien sûr la qualité de la relation. Il suffit de faire le naturel, parce qu'en fait, ça se fait tout naturellement. Ensuite, la deuxième chose qui va jouer beaucoup sur le plan de l'attachement, de la relation, de la qualité de la relation, du rapport, c'est l'association émotionnelle qui est faite avec la relation. Donc ça montre que quand vous laissez vos enfants le matin dans un état interne positif, parce que vous avez eu un ancrage, une association positive, bah, ça va conditionner la manière dont vous allez les retrouver. Et qu'en cumulant des ancrages positifs, bah, vous renforcez la relation. En cumulant des ancrages négatifs, ou s'il y a peu d'ancrage, peu de stimulation, du coup, ça nourrit moins la relation. Enfin, le troisième point, c'est la considération, c'est le sentiment d'être important à l'égard de la personne, qui est différent de la stimulation, puisque je peux avoir de l'attachement pour une personne sans forcément qu'elle me stimule, parce que c'est un frère, parce que c'est quelqu'un qui est important pour moi, parce que c'est un enfant, parce que, etc. Donc on va, et cette façon, cette faculté que nous avons de montrer l'importance des gens, eh bien, va conditionner le troisième vecteur. Et puis le quatrième, c'est l'authenticité, c'est-à-dire ce qu'on va appeler la congruence. Est-ce que, au fond, je me sens libre d'exprimer pleinement ce que j'ai envie de dire, quand j'ai envie de dire oui, quand j'ai envie de dire non. Et au fond, est-ce que j'ai une relation qui est simple, claire et directe? Et plus encore, si on va aller plus loin, est-ce qu'on a des échanges qui sont un peu plus profonds que simplement parler de météo? On a parlé d'intimité, notamment des différentes strates de la relation, entre le rituel, enfin, le retrait, le rituel, le passe-temps, les jeux psychologiques et bien sûr l'intimité. Voilà. Et donc, on a fini en comparant
notamment par rapport à des personnes avec qui ça se passe vraiment bien. Si je prends A avec qui ça se passe vraiment bien ou B avec qui ça se passe moins bien, eh bien, je vais voir que dans ces quatre vecteurs, avec A, je vais avoir en général des effets de synchronisation plus élevés qu'avec celui avec qui j'accroche moins. Je vais avoir des effets d'ancrage plus élevés qu'avec celui avec qui j'accroche moins. Je vais avoir des effets de considération plus élevés qu'avec qui j'accroche moins. Et je vais avoir en général des relations plus intimes, plus profondes avec les gens avec qui j'accroche plus et évidemment moins nourries avec les gens avec qui j'accroche moins. Et même avec une seule et même personne, elle finit là-dessus. Ah, si je prends la personne avec qui je suis le plus proche, ça peut être un enfant, mon conjoint, etc. Et qu'on prend une pointe haute, à un moment où on est vraiment dans une grande qualité de relation, ou au contraire, une pointe basse, c'est-à-dire qu'on est c'est un peu plus compliqué, on s'aperçoit que ces quatre éléments eh bien, sont plus intenses ou moins intenses. Alors une fois qu'on sait ça, ce qui est intéressant, c'est là où on devient acteur de sa relation, eh bien, c'est qu'on va pouvoir utiliser ça pour optimiser la qualité de ses relations avec ses voisins, avec ses enfants, avec ses parents, etc., en créant en fait ce rapport de qualité qui va être un fondamental extrêmement important. On va le voir par la suite en PNL, puisque c'est la priorité numéro un. Quand on est en train de travailler avec quelqu'un, c'est capacité à se mettre en phase avec la personne. Voilà, donc ça c'était pour la relation. Puis on a fini avec le retour au centre, après avoir vu la vision de la PNL, les objectifs, les états internes, la relation. On est revenu au centre avec les valeurs. Donc là, je vous ai proposé d'abord de grossir un peu ce point central, les différents plans de besoins, satisfaction, non-satisfaction. On a fait ensuite une projection à 5 ans et plus, puis à 3 ans, puis à 1 an. Et fort de cette production, je vous ai montré comment prendre du recul sur vous-même, avec cette histoire d'ange gardien, pour aller finalement mettre au jour véritablement, en profondeur, ces importants, ces 5 grands importants. Et finalement, pour finir, que la vie va s'organiser autour de ces importants, quels que soient les domaines de vie. Et plus vous allez nourrir, plus vous allez vivre avec intensité. En fait. Voilà, ça c'était les grandes bases. Il nous reste. Oh, il nous reste du temps, dis donc, on est même en avance. Oh, super, Il reste 7 minutes. on est super parce que ça va nous donner le temps pour la deuxième partie, qui est en fait expliquer aux personnes qui ont été intéressées, portées en fait par tout ce programme. D'abord, en les conseillant de revoir, hein, si vous Oui. avez vraiment, vous pouvez reprendre les contenus parce que c'est pas tout de les entendre, de les comprendre, il faut ensuite s'entraîner à les mettre en place. C'est pour ça que moi je vous invite vraiment à venir faire un séminaire parce que c'est comme apprendre à conduire en regardant une vidéo, hein, ça n'a rien à voir avec le fait de se mettre au volant, d'avoir un pilote qui vous permet à côté de corriger et de vous donner du feedback en fonction des situations et vous allez démultiplier votre taux d'apprentissage. Et puis il y a le fait du phénomène de groupe aussi parce qu'on partage avec des gens qui sont en train d'apprendre et donc du coup ça enrichit énormément les choses. Et puis, une fois qu'on a fait ce 3 jours, ce que j'appelle un peu ce permis de conduire, eh bien, on a une deuxième grande partie qui est le 6 jours. Donc, pour vous donner l'information, si vous êtes un jour amené à continuer, ce 6 jours vous conduira au premier niveau de certification qui s'appelle le technicien, sachant qu'il y en a un deuxième et un troisième, hein, qui s'appelle le praticien, et ensuite le maître praticien. Et encore un dernier, c'est l'enseignant, mais ça c'est encore autre chose. Et pour arriver sur le deuxième niveau, à la différence du base où vous découvrez que vous avez des valeurs, vous découvrez que vous pouvez regarder dans la bonne direction, que vous pouvez agir sur votre super intérieur, sur votre énergie, vous pouvez interagir avec l'environnement de manière plus appropriée, c'est la communication. Eh bien, on va apprendre à piloter ce véhicule en quelque sorte en terrain glissant. Donc pour ça, il va falloir accroître nos facteurs de relation. Donc on va apprendre par exemple les canaux de communication, apprendre à prendre en compte ce qu'on appelle des prédicats, est-ce que la personne est dans un système visuel, auditif, kinesthésique, on va apprendre les mouvements d'yeux, on va apprendre ce que non plus les modalités, mais les sub-modalités. C'est-à-dire que, en fait, quand vous réagissez à une situation, il y a le contenu de l'expérience, et puis il y a la manière dont vous voyez cette expérience. Est-ce qu'elle est grande, petite, éloignée, rapprochée, et tout ça est dans votre préconscience. Donc on rentre dans les phénomènes hypnotiques, mais qui sont extrêmement puissants parce qu'on peut prendre n'importe quelle expérience, positive ou négative, et la transformer. Ce qui va donner lieu d'ailleurs à des techniques qu'on apprend dans ce deuxième niveau. La première, c'est le brouillage. Donc je peux aller chercher n'importe quel souvenir un peu difficile, le mettre devant, jouer sur ce qu'on appelle des modalités, visuelles, auditives, kinesthésiques, et puis ensuite transformer des submodalités, c'est-à-dire qu'on va l'éloigner très loin, le rapprocher très vite, le faire grandir, le faire rapetissir, le voir en 2D, le voir en 3D, le voir sombre, le voir clair, etc. On va jouer avec tout ça d'une certaine manière Du et son, du ça va silence. permettre de transformer l'expérience et ensuite on va la réinstaller en fait dans l'esprit et curieusement, la personne qui avait un sentiment un peu négatif à l'égard de ce fichier, ce souvenir, eh bien ne ressent plus rien. Voilà. Donc en plus c'est très bon pour la santé. Donc ça s'appelle un brouillage. Hein, on travaille là avec des choses qui ne sont pas trop fortes. Mais c'est les premières techniques où on va traiter des fichiers négatifs. Ensuite, on a la dissociation simple. Alors c'est une technique un peu plus avancée qui permet de faire vraiment de la préparation mentale, on rentre vraiment dans du beau matériel PNL pour préparer un sportif pour une compétition. Donc on peut travailler sur l'avenir, préparer de manière beaucoup plus fine parce qu'on a les submodalités, on a les ancrages, tout ça. Donc ça permet des protocoles un peu plus fins. Mais on peut aussi traiter le passé. C'est-à-dire, si par exemple j'ai eu une chute en moto et qu'à chaque fois que je retrouve une moto, j'ai peur, eh bien, on peut transformer ça. Les phobies d'avion, enfin, ce que j'appelle les petites phobies, on peut tout traiter ça. C'est ça qui est vraiment génial, c'est qu'on a une
flexibilité neuronale incroyable. On peut vraiment changer le rapport avec notre passé, avec des expériences, avec des environnements, avec des personnes, pour gagner évidemment, encore une fois, en qualité de vie. C'est passionnant de découvrir cette fabuleuse machine qu'est le cerveau et le système nerveux. Ensuite, on va travailler aussi sur le cumul d'ancrage. On aura vu les ancrages, on voit qu'on peut, par exemple, aller chercher un sentiment de confiance très fort, le vivre pleinement, grâce aux submodalités, tout ça. On peut aller chercher un sentiment, par exemple, de détermination et le vivre très fort. Et on peut on peut mélanger les deux, c'est-à-dire confiance, détermination, enthousiasme. On peut faire vraiment, un peu comme en cuisine, mélanger des expériences émotionnelles pour les renforcer. Donc, ce sont des techniques qui sont très intéressantes, notamment dans le milieu du sport, pour accompagner des professionnels, tout ça. Après, on a aussi la désactivation d'encre. Une encre négative, c'est quand vous avez un X qui provoque un Y. Ah, on a vu ça, mais cette fois-ci, il est négatif. Par exemple, personne vous dit, à chaque fois que je vois une souris, je hurle. À chaque fois que je vois un ascenseur, même de loin, j'ai très très peur. À chaque fois que je dois aller chez le dentiste, l'idée même d'y aller, ça me fait très très peur. Et bien, sachez que comprendre pour changer, quand vous avez un ancrage négatif, c'est comme tirer sur ses lacets de chaussures pour essayer de décoller de terre. Ça ne marche pas. Parce que ça n'a rien à voir avec le niveau cognitif, la pensée. Ça a à voir avec le niveau limbique. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va réorganiser en fait l'association émotionnelle grâce au fait d'identifier dans le déclencheur qu'est-ce qui se passe visuellement, auditivement, qu'est-ce qui se passe en interne, et ensuite on va modifier ce rapport qu'il y a entre l'environnement qui déstabilise et la réaction interne. Et du coup, on peut le traiter comme ça, il faut allez, une demi-heure, trois quarts d'heure au plus, et on peut régler définitivement des problématiques importantes, comme la peur, par exemple, moi, pas très longtemps encore, quelqu'un qui pouvait, il tombait dans les pommes à chaque fois qu'il l'idée qu'il allait prendre et se faire une piqûre. Hein, il supportait pas, vraiment, le type tombait dans les pommes. Et il a fini comme un fakir avec des milliers d'aiguilles, d'abord visuellement, et depuis, c'est complètement terminé. Il peut se faire des prises de sang, se marrer avec l'infirmière. Et en fait, ça paraît un peu magique, mais la réalité, c'est que quand on a compris comment ça marche, en fait, c'est pas magique du tout, c'est tout à fait compréhensible. Et donc, c'est pour découvrir en fait qu'on a un potentiel interne qui est fabuleux. Donc, on va rentrer dans les effets hypnotiques, on va rentrer dans ce qu'on appelle la PNL vraiment de deuxième niveau, quoi. On va aussi travailler sur un autre axe qui est important, une fois qu'on aura vu la communication, le training mental, ce que je viens de vous expliquer. On va travailler sur les valeurs. Alors, on l'avait fait dans les bases. Vous vous souvenez qu'on a fait 5 ans, 3 ans, 1 an, et puis ensuite on allait chercher un peu ces valeurs qui émergent. Sauf que là, on l'avait fait avec 4-5 valeurs. Là, on va pousser le bouchon plus loin, puisqu'on va faire émerger jusqu'à 60 valeurs. On va identifier dans toutes ces valeurs les plus importantes. Ensuite, on va les vivre émotionnellement. On va se faire des shoots émotionnels pour les installer. Et puis, une fois qu'on aura bien identifié les 5-6 valeurs les plus fondamentales, on va s'interroger sur nos attitudes dans la vie à l'égard de ces valeurs. D'abord, on va repérer comment on fait pour ne pas honorer nos valeurs. Par exemple, si j'ai une valeur santé qui est très forte, ou une valeur présence qui est très forte, eh bien, qu'est-ce que je fais dans ma vie régulièrement pour ne pas honorer ça? Comment je me prends? Et là, on va chercher du comportement qui m'éloigne de la valeur. C'est très intéressant parce que ça nous amène dans une vraie responsabilité. Et du coup, le dernier point, ça va être d'intégrer des comportements qui sont au contraire honorants pour la valeur. Et on va avoir un processus qui s'appelle le chemin de vie, où on va vivre, en fait, on va entrer pleinement dans notre système de valeurs. On va imaginer à 1 mois, puis à 3 mois, puis à 6 mois, puis à 2 ans. On va vivre par anticipation ce que c'est que de grandir en phase avec notre système de valeurs. Alors, on a tous les outils qu'il faut pour le faire, hein, les submodalités, les ancrages et tout le bazar. Hein. Et puis, en parallèle à ça, on va aller identifier ce que c'est que vivre à 1 mois en étant à côté de son système de valeurs. Donc, on va s'appuyer sur les fameux comportements qui nous en éloignent. Pourquoi? Parce que c'est très important d'aller marquer aussi émotionnellement ce à quoi je dis non. Et on va le faire à 3 mois, ce comparatif entre ce à quoi j'aspire et ce que je ne veux pas. On va le faire à 6 mois, et évidemment que l'écart va être de plus en plus important, à 1 an, puis à 2 ans, etc. Ça s'appelle un chemin de vie. Et en fait, ça a pour but d'ancrer véritablement dans le système nerveux ce à quoi je dis oui et ce à quoi je dis non. Et c'est un peu comme aller dans un mauvais restaurant, quand vous y avez vécu quelque chose qui ne vous convient pas du tout, même si je vous dis 1 an après, est-ce qu'on retourne là-bas? Vous dites non, on n'y va pas. Même si ça a changé de propriétaire, vous n'avez même pas envie d'y revenir. Et donc, pourquoi? Parce qu'il y a ça a été vécu dans la matière, en fait. De la même façon, si vous avez vécu quelque chose de très fort pour vous, parce que c'est vraiment je sais pas, vous avez vécu une expérience incroyable de relations comme ça dans un séminaire, ben vous avez envie de retrouver ça, parce que c'est devenu une valeur importante. Donc nous, on va aller ancrer quelles sont les valeurs auxquelles vous aspirez, et qu'est-ce que ça veut dire que de les vivre pleinement, et puis quelles sont les contre-valeurs, ceux que vous ne voulez plus. Et ça va avoir un effet extrêmement constructif. Voilà. Donc ça, c'est tout le travail sur les valeurs. Et on va finir, alors il y a deux, trois trucs, je passe un peu les détails, mais sur des outils encore de communication, et on va finir par une belle technique, pour moi, un des premiers grands joyaux de la PNL. Et là, je crois qu'on arrive bientôt au bout de notre temps. Oui, mais ça va. De toute façon, D'accord. on a toujours dépassé, donc on peut continuer. Et puis en plus, ça, c'est la dernière.
Une dernière chose qui pour moi est très importante au niveau 2, c'est l'intégration de nouveaux comportements. C'est une technique qui s'appelle le recadrage en 6 points, qui permet de changer d'habitude. Mais je parle d'habitude qu'on n'arrive pas à changer en fait. Et quand vous finissez le deuxième niveau, vous avez vraiment grandi sur la conscience de vos valeurs et vous vous rendez compte dans votre vie tous les standards qui ne sont pas à la hauteur de la valeur auquel vous aspirez. Par exemple, vous avez grandi sur la conscience de ce qui est important pour vous, dans la manière de vous nourrir, par exemple, ou de communiquer avec une personne, avec vos enfants. C'est tellement devenu important que vous allez identifier les moments où vous n'êtes pas au top là-dessus. Et peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a des habitudes que vous avez prises dont vous vous rendez compte en fait que c'est vraiment pas en phase avec le valeur. Peut-être que vous vous rendez compte que la manière de vous alimenter, c'est une habitude qui n'est pas bonne pour vous. Soit parce que vous mangez trop vite, soit parce que vous mangez mal. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a des attitudes que vous avez à l'égard de vos proches, vos parents, quoi que ce soit, dont vous vous rendez compte que ce n'est pas au top quand même en termes d'attitude. Donc du coup, on va voir comment des habitudes qui sont très ancrées, qu'on a parfois du mal à changer, comme celui de manger entre les repas, celui de fumer, de boire un excès de ceci, etc. Parce qu'on est dans des avidités, en fait. Donc le système nerveux trouve des moyens de satisfaire cette avidité. Hein, quand quelqu'un fume, on est bien d'accord, ce n'est pas pour se flanquer un cancer. Il le fait parce qu'à ce moment-là, il nourrit quelque chose. Sauf qu'en se nourrissant émotionnellement d'un truc qui fait du bien à une partie de lui, il se fait du mal à toutes les autres. Du coup, il y a un effet de culpabilité qui peut jouer aussi et qui ne va rien arranger. Donc, on a un processus qui est magnifique en 6 étapes, qui va permettre d'aller identifier le comportement, précisément, de retrouver les moments où on est dedans, d'aller chercher cette partie de nous-mêmes qui nous entraîne là-dedans, non pas pour la culpabiliser, mais pour l'accueillir pleinement, d'aller mettre au jour l'intention qui est poursuivie par cette partie, ce fameux bénéfice secondaire, et on verra que derrière ça, il y a des valeurs. Et une fois qu'on a accroché ce phare, en fait, ce soleil, eh bien, on va aller chercher une partie créative en soi, que j'ai tendance à appeler Huggy les bons tuyaux. C'est la partie créative qui fait qu'il y a des moments où vous avez des outils, vous avez vraiment des idées pour tout, quoi. Et connecté à ça, vous allez voir comment satisfaire autrement cette aspiration. Euh, Trouver 2, 3, 4 solutions différentes. Et puis ensuite, on va demander à la partie qui est auteur du comportement d'intégrer des nouveaux comportements, vérifier avec toutes les autres parties, c'est de l'hypnose, qu'elles sont acquises au fait d'intégrer tout ça. Donc il y a un travail écologique. Ça, c'est une technique magnifique. On va faire un pont sur le futur, un pont sur le passé. Donc ce sont des protocoles qui sont extrêmement spécifiques et qui vont permettre à une personne complètement de changer de comportement qui ne nous convient plus dans la vie. Donc on est dans le mélange entre la PNL, l'hypnose, enfin c'est juste fabuleux. Et puis surtout, on découvre une technique pour moi que je trouve puissante parce que c'est un véritable processus euh, de transformation, euh, de médiation en fait avec soi-même, et on peut l'appliquer exactement de la même façon avec son environnement. C'est-à-dire au lieu de s'opposer, on va non pas accepter, mais faire réfléchir la personne sur l'intention qu'elle poursuit. Vous voyez, par exemple, il y a une histoire que j'adore, c'est qu'après la guerre, après la fin de la dernière guerre mondiale, au Japon, il y a plein d'îles autour du Japon. Il y en a tellement qu'on a retrouvé des gens qui se croyaient encore en guerre, ça veut dire qu'ils tiraient sur les bateaux pour défendre l'île, jusqu'à 20 ans après la fin de la guerre. Et vous savez ce qu'ont fait les Japonais? C'est qu'au lieu de les mettre en prison pour avoir tiré sur les pêcheurs ou les touristes, ils sont arrivés avec des bateaux de guerre et ils ont décoré ces personnes. Pourquoi les ont-ils décorés? Non pas parce qu'ils ont tiré, ça c'est le mauvais comportement, mais parce que l'intention qu'ils avaient, c'est de défendre le pays. Et c'est ça que je trouve fabuleux, c'est qu'il y a derrière tout comportement, à un niveau inconscient, une dimension qu'on cherche à satisfaire, une valeur en fait qu'on veut nourrir. Et le fait d'aller chercher ce pourquoi, ce soleil qui est derrière, eh bien ça permet ensuite de faire évoluer la personne vers l'intégration de nouveaux comportements. En fait, on ne va pas changer la personne en retirant un comportement, on va rajouter des options. C'est ça qui est fabuleux. Donc c'est un processus que j'adore. Pour moi, c'est le premier grand joyau de la PNL, parce que c'est un processus génial pour permettre de faire évoluer notre environnement, nous-mêmes, pour aller vers des comportements toujours plus en adéquation avec notre système de valeurs. Voilà. Pour finir nos 6 jours, on va finir par un petit switch. Et tout ce programme, vous l'avez aussi sur Internet. Hein, il existe sur Internet si vous cherchez un peu, notamment par le biais de la radio. Hein, vous allez trouver des liens qui peuvent vous permettre de profiter de ces programmes, de les intégrer pour vous. Et puis, voilà, c'est très sympa. Voilà un petit peu comment se constitue. Alors bien sûr, encore une fois, les programmes vidéo, c'est passionnant, mais rien ne remplacera évidemment une formation. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que déjà lire un livre, c'est super, parce qu'on apprend des choses magnifiques. Suivre une vidéo, c'est super aussi, parce qu'on a quelque chose d'un peu plus vivant. Faire une formation, c'est encore mieux aussi, mais c'est mieux parce que vous êtes dans un niveau d'intensité en termes d'intégration qui est plus élevé. Et puis après, quand vous serez amené à le retransmettre, alors vous êtes encore dans le dernier niveau d'intégration. Ça aussi, c'est super et on apprend et on forme des gens d'ailleurs pour apprendre à retransmettre tout ça. Donc pour ceux qui ont des aspirations à accompagner ou à se former, bah, n'hésitez pas à venir nous rejoindre.
parce qu'on existe aussi pour ça. Voilà, Paul. mon cher Alexandre, c'était vraiment une belle balade, comme on dit. Oui, tout à fait. Et tout ce que tu as dit là, je pense que ça va nécessiter d'autres émissions, mais on en reparlera peut-être un peu plus tard. Si on prend déjà ces émissions-là, on en a fait un package spécial qui est en vente sur le site à un tarif très abordable. Mais en plus de ça, en plus de ces enregistrements qu'on a fait, il y a plein de petites vidéos d'explications de schémas qui reprennent chaque émission et qui vont un peu plus en profondeur par rapport à ce que Paul, tu as dit et ce que tu as amené justement lors de ces émissions. Donc un beau petit package qui est vraiment très agréable à voir. Tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y en a pour toutes les demandes, en fait. Ouais. Il y a aussi une chose dont je voudrais vous dire, c'est que, parce que ça, c'est assez particulier, on ne le voit pas très bien sur l'écran, c'est ici. J'ai une BD. Ah ok. Une BD, alors ça, c'est très intéressant parce que la BD, c'est une façon très enfantine et en même temps tellement belle pour découvrir, en fait, ses fondamentaux. Et alors, je raconte cette histoire parce que euh, c'est Émilie, en fait, dans l'ouvrage, qui raconte son histoire en PNL. En fait, elle est venue dans la base PNL. Et en fait, Émilie, elle est passionnée de dessin. Et d'ailleurs, elle se met à dessiner, à faire des croquis. Elle a 21 ans ou 22 ans. Et elle est là dans ce séminaire, à la fois malheureuse parce qu'elle trouve pas sa place dans ce monde, elle ne sait pas quoi faire. Et elle a ce talent incroyable qu'elle est capable, elle est toujours en train de dessiner. Et moi, je lui dis, mais c'est quoi ton rêve, quoi? Elle me dit, ah ben, moi, je voudrais un jour, peut-être, je sais pas, être connu, faire une BD. Je dis, mais t'aimerais pas en vivre? Ah ouais, mais ça, je pourrais jamais. Bon, enfin bref, tout son système de croyance, je peux vous dire, en 3 jours, il a été complètement transformé. À tel point qu'elle finit le séminaire en disant, mon rêve, c'est de faire une BD sur la PNL. Un an après, on a un immense événement à Lyon. Il y avait pas loin de 200 personnes. Et elle est venue sur scène, elle a présenté cette BD. On avait 150 BD qui venaient d'être imprimées, parce qu'elles sont sorties pour cet événement. Elle est venue spécialement de Paris à Lyon pour cet événement. Elle a raconté son histoire en 20 minutes. Et il y avait 150 BD, d'accord. Le soir même, les 150 BD étaient vendus. C'était juste énorme. Et ça l'a lancé. Aujourd'hui, elle vit pleinement de son site. Donc, si tu me permets, je peux peut-être la rapprocher un peu, comme ça permet aux gens. Oui, Paul, présente-nous cette BD en effet. Alors, cette BD, c'est vraiment une originalité, hein. Donc, c'est Mélanie fait de la PNL. C'est écrit par Emilio Prescu, qui est cette jeune fille qui est à Paris et qui a écrit cette BD. Alors, vous voyez, c'est vraiment, je vous montre la BD de près, là, devant la caméra. Ah, ça s'appelle Comment révéler le meilleur de votre potentiel pour réaliser vos rêves. C'est juste génial. Et puis, si on y regarde d'un peu plus près, on voit vraiment, c'est des super dessins. Tout est dessiné. Elle nous raconte son histoire. C'est vraiment son histoire. C'est un véritable témoignage qui reprend en fait tous les fondamentaux. Et à la fin, vous avez même dessiné des fiches techniques puisque tous les protocoles sont dessinés. Donc, on fait vraiment de la PNL en 3D. Et moi, je trouve que c'est génial. Et ça a un succès incroyable, en tout cas dans nos formations. Pour l'instant, c'est édité. À l'heure où je vous parle, c'est édité par Paul Piron Institut, parce que nous, on a tenté le projet, on l'a soutenu, et donc on a fait imprimer nous-mêmes la chose. Il y a quand même un numéro d'SBN dessus, mais voilà. Donc c'est une BD qu'on peut trouver chez Paul Piron Institut. On espère bientôt la trouver sur Amazon. Peut-être qu'à l'heure où vous écoutez, elle y est déjà maintenant, mais l'heure où je vous parle, en tout cas, elle n'y était pas encore. Et voilà, un superbe ouvrage pour les enfants, et les petits et les grands enfants, quoi. Oh, c'est Voilà, excellent. petite touche de finale, mais je trouve que c'est vraiment intéressant d'en parler. Non, c'est vraiment excellent. Paul, je te remercie encore. Donc, on va partir. Cette fin va amener sur autre chose, hein, ça c'est sûr. Donc, merci beaucoup, Paul, pour ces 12 émissions. Ça a été vraiment un grand moment de plaisir. Et c'est 6 heures d'émission quand même, avec plein d'informations, plein de clés, plein de solutions, d'informations. Vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire pour déjà comprendre comment est-ce qu'on fonctionne. Et c'est vraiment fabuleux. C'est vraiment fabuleux. Donc Paul, merci beaucoup de ta générosité parce que tu es quelqu'un de très très généreux et on le voit au quotidien et avec tous les projets dans lesquels tu te lances. Donc je voulais t'en remercier. C'est vraiment quelque chose de super agréable et merci à toi tout simplement avec beaucoup de gratitude et c'est moi qui te remercie humblement de tout ce que tu fais. Paul, je te laisse le mot de la fin pour cette émission. Eh ben, d'abord, un immense merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Un merci aussi à toi pour cette belle émission que tu as permis de réaliser. Moi, je dis toujours, il y a un proverbe indien qui dit ce qui n'est pas partagé est perdu. Euh, voilà, donc, j'ai vraiment été très heureux et honoré par ta présence et par tous ceux qui nous ont vus, écoutés, qui nous verront encore, qui nous écouteront encore, ne serait-ce que du temps qu'ils me consacrent. Pour moi, c'est un grand honneur. Voilà, je vis ma passion, ma mission et je vous remercie à tous de me permettre
voilà, de vivre et de partager tout ça. Merci. Merci à toi, Paul. Pour tous les auditeurs, merci beaucoup de votre confiance, de nous avoir accompagnés tout au long de ces 12 émissions. On se retrouve plus tard. Passez une excellente journée et puis n'hésitez pas à regarder après la vidéo ou l'émission. Vous avez tout plein de renseignements sur le site pour trouver toutes les informations qu'il vous faut. Merci encore, Paul. Au plaisir d'un jour se rencontrer. Merci. Merci, Paul.